Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Vivement Doux-Manche. Salut Victor. Hello Mickaël, salut à tous. Alors on sort d'une vidéo d'analyse de l'affiche du Hellfest 2024 et on s'était dit que pour la prochaine vidéo de Vivement Doux-Manche, on choisirait peut-être un sujet un peu plus simple parce qu'on a quand même des gros flemmards. D'une part, tu vois, genre d'autre part, c'est bon, on a déjà bossé pour la vidéo du Hellfest. On va pas trop en faire, hein, c'est bon, on a pas tout donné non plus. Exactement. Donc aujourd'hui on a décidé d'aborder un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que on adore la musique et surtout la façon dont elle s'exprime selon nous le mieux, c'est-à-dire le live. Voilà, le live en fait c'est une question qui est super intéressante parce que c'est une question qui est pas beaucoup traitée non plus. À part tout ce qui est live report, récit de concert et tout. Mais le live c'est vraiment, ouais, c'est intéressant parce que pour deux raisons principales. La première c'est que je pense que c'est quand même un immense canal de découverte. Et c'est aussi des moments qui, je pense, surtout au début quand on découvre le métal et qu'on est jeune, qui sont des moments où on a un fort sentiment d'appartenance, un sentiment un peu communautaire. On est chez soi, on est dans sa chambre, on écoute des CD, et là en fait on se rend compte que y a des centaines de personnes. On n'est pas les seuls à écouter. Ouais, exactement. Et ça fait passer d'une dimension qui est un peu intime, en général quand on est jeune, à quelque chose de très communautaire. La deuxième raison en fait, c'est que le spectacle vivant, ça a été ces dernières années au cours de plein d'actualités. Vous vous rappelez du Covid, la fermeture des concerts. Ah putain, genre mais donnez-lui un César à ce bâtard. Genre la fermeture des salles, le fait qu'en fait on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était genre ultra important dans la construction de pas mal de monde, que c'était aussi toute une économie, et ensuite à la fin d'ailleurs les conséquences du Covid, le fait qu'il y ait plein de tournées qui étaient annulées, ou en tout cas qui sont en difficulté financière, etc. Il y a eu voilà, ça a eu des conséquences économiques assez dramatiques par la suite, avec une augmentation drastique du prix des places de concert, du prix d'absolument tout, d'ailleurs, des locations de vannes, des trucs comme ça, enfin, il y a eu une immense inflation qui a été aussi amplifiée par la guerre en Ukraine, et le live, qui de base était un peu une sorte de truc rassembleur, où on se retrouvait tous ensemble, devient en fait un domaine qui est excluant, parce qu'il y a des filtres économiques qui se mettent en place et qui font que les concerts sont plus les moments ultra accessibles et bon marché qu'ils étaient en début à la naissance du métal et ce genre de choses. D'autant plus pour le métal, où ceux qui n'habitent pas à Paris, à Nantes ou à Lyon s'en rendent vite compte, c'est qu'il y a aussi une offre de concerts qui est quand même bien inférieure, souvent malheureusement hors de ces zones-là. Alors il y a évidemment des zones particulières qui sont très actives, à Strasbourg il y a aussi des concerts, etc. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de zones où vous ne faites pas vraiment le choix des lives que vous voulez faire, à moins de faire des allers-retours dans les grandes villes qui vous coûtent une blinde. Clairement, ouais. C'est en plus de la dimension économique, du filtre économique, il y a effectivement aussi un gros filtre géographique qui fait que quand on est à Paris, on n'a pas les mêmes standards que quand on est en province, et c'est pareil, il y a province et province. Ouais. Quand on est à Rouen, on n'a pas les mêmes standards que quand on est à Vesoul, et ainsi de suite. Exactement, ouais. Donc du coup, tous ces aspects-là ont quand même largement été traités. Des interviews, des vidéos spécifiques sur le prix des places, etc. On peut renvoyer celle de The Doom Dad qui était d'ailleurs très bien là-dessus. Qui est vraiment ultra complète. On peut aussi parler vaguement de l'émission Garon Bodia. Effectivement. Qu'on a faite il y a quelques semaines. Ouais, il y a quelques semaines, tout à fait. Où il détaille un peu les raisons des augmentations des prix, ce que c'est qu'organiser, tout genre de choses. C'est effectivement. Donc tous ces points-là ont quand même été largement débattus. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui sur le live d'un angle un peu différent, c'est-à-dire quelle est la relation en réalité entre les groupes et l'auditoire dans des circonstances live. Nous, on s'en rend compte beaucoup parce qu'évidemment, sur Hands Up, on fait beaucoup de live report. Donc, on a évidemment, avec le temps, avec l'expérience, on a quand même des façons potentiellement d'appréhender les concerts live différents de gens qui y vont très peu régulièrement parce qu'on va se focaliser sur des détails. Quand vous avez vu un groupe 17 fois, vous n'avez pas la même appréciation que quand vous l'avez vu pour la première fois. Et donc, on s'est intéressé un peu sur, en fait, qu'est-ce qu'un bon live ? Qu'est-ce qu'un bon groupe live, ouais. Exactement. Qu'est-ce qu'un bon live ? Qu'est-ce qu'un bon groupe en live ? Est-ce qu'en fait, c'est des critères qui sont objectifs, qui dépendent, qui sont les mêmes pour tous les groupes, pour toutes les esthétiques, que ce soit métal et ou hors métal? Est-ce que c'est subjectif en fonction des genres? Est-ce que c'est en fonction des personnes? Quels sont les codes qui modulent en fonction des esthétiques? Et du coup, est-ce qu'il y a des critères qui font que en fait, un groupe, objectivement, est bon en live, qu'on apprécie ou pas sur CD? Alors dans cette partie, on va être un peu scolaire en fait, parce qu'on va vous donner ce qui sont pour nous les critères objectifs font qu'un groupe est bon en live, ou en tout cas des paramètres qui vont avoir une importance forte et qui sont en fait techniquement vraiment purement objectifs. Ouais, clairement, ça va être un peu, c'est la partie un peu porte ouverte. Si ça vous saule, d'une part on s'excuse, d'autre part il y a le chapitrage. On s'excuse moyennement. Mais ouais, on s'excuse moyennement, mais quand même un peu, gros, le service après-vente c'est important. C'est vrai. La première chose, et c'est un truc qui, pour moi, je trouve ça un peu étrange, c'est que dans le métal, on n'a pas trop de considération sur la forme physique des groupes.
Ce que je veux dire par là, c'est que, et notamment sur le plan vocal, dans toutes les esthétiques, et en particulier dans la musique classique, il y a des cours de posture, il y a des trucs pour que les types prennent leurs instruments sans se ruiner le dos, le coaching vocal c'est ultra important et tout. Dans le métal, il y a quand même très souvent ce côté un peu destroy, on voit des chanteurs, le chanteur d'Angra qui fume des clopes et tout, t'es en mode mais arrête frère, Anselmo, Anselmo et tout. Il y a aussi Corey Taylor d'ailleurs, chanteur de Slipknot et Stone Sour notamment, qui avait récemment dit dans une interview que il estimait qu'il avait quelques années devant lui encore, mais qu'en fait physiquement il était détruit. Pourquoi ? Parce qu'il a certainement fait absolument n'importe quoi sur scène, il devait pas se préparer, c'était pas le type à faire des échauffements et du yoga avant de rentrer sur scène. Et carrément, pourtant, ça a une incidence sur la longévité, et encore une fois, et c'est pour ça qu'on le mentionne, ça a aussi surtout une incidence sur la qualité de la prestation live. Ouais, tout à fait. On est nombreux à avoir déjà vu Cavalera qui sont absolument cramés, Max Cavalera qui est absolument cramé vocalement. Anselmo, ça va mieux en ce moment, mais il y a quelques années, c'était vraiment, vraiment chaud. Ozzy, avec tout l'amour que j'ai pour lui, c'est 1 sur 2, et quand on voit la vie qu'il a eue, c'est un miracle que ce soit 1 sur 2, c'est un miracle que ça existe encore. Et qu'ils sont encore vivants aussi. C'est ça, exactement, même si il n'y a plus beaucoup de concerts, et je pense que on tire un peu sur la fin de la corde. Mais ouais, c'est quand même assez marrant de voir cette espèce d'écart entre les autres esthétiques, où tu sais, genre Adele, elle parlait justement du fait qu'elle était genre ultra coachée, limite elle a une cuisinière, un truc comme ça pour qu'elle mange des bons trucs et tout, alors que dans le métal on en a un peu rien à foutre. Et je trouve que ça se ressent quand même pas mal sur certaines fois on voit des groupes qui physiquement sont rincés. En fait. Alors après, Adele, c'est peut-être un exemple tu vois, d'une surstar qui est hyper riche. Je pense que les mecs de Kiss font méga attention à ce qu'ils mangent, etc. Mais c'est vrai que sur tous les groupes, même de milieu de scène, et qui sont quand même des groupes très réputés dans la scène métal, je suis pas certain qu'ils prennent vraiment soin d'eux, que les chanteurs prennent soin de leur cordes vocales correctement. Et du coup, ça a une incidence live, parce qu'on peut voir des groupes qui sont complètement rincés, qui sont crevés. On les voit à 45 ans, on a l'impression qu'ils ont 70 balais parce qu'ils sont détruits. Et forcément, c'est une incidence sur la qualité du concert auquel on va assister. Donc c'est peut-être le premier critère objectif qu'on a pu déceler. Le deuxième, qui est un critère qui est peut-être un peu propre au métal, enfin pas propre au métal, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine emphase dessus dans le métal. C'est ce qu'on pourrait appeler la juste retranscription. Clairement. En gros, c'est dire, et j'en suis le premier, hein, c'est une catastrophe, je me rends compte que j'abuse là-dessus, mais c'est le côté, quand vous écoutez tout le temps une musique sur album, vous allez aimer le passage en live si vous écoutez la même chose que ce qu'il y a sur album. Et ça pousse, ce qui fait que par exemple moi qui adorais Children of Bodom, Dream Theater, des groupes où il y a vraiment la guitare est très mise en avant, si j'entends pas les mêmes notes et que le solo est pas joué exactement pareil, ça me gonfle. Kirk Hammett qui va massacrer le solo de The Unforgiven ou le solo de Fade to Black parce qu'il a envie de faire 1 minute 30 de wah qui ressemble plus à rien, ça me casse les couilles. J'ai envie d'entendre le solo de l'album parce qu'il était bon et point à ligne. Et ça, je trouve que c'est un critère, et je trouve qu'il est quand même assez objectif parce qu'on le retrouve très régulièrement. C'est un critère de qualité que les mecs fassent attention à bien jouer comme sur album. Tout à fait. Ce qui est assez marrant par contre, c'est que c'est quelque chose qui est propre aux musiques actuelles, la pop, le rock, c'est pareil. Mais moi j'ai un très bon pote à moi qui est un gros geek de jazz. Et lui, quand je lui explique ça, il ne comprend pas, dans le sens où lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la base d'un morceau qu'il connaît et de voir chaque musicien improviser sur le truc, retomber sur les mêmes plans et tout. Et il a ce besoin d'avoir quelque chose de nouveau, et il me dit mais en fait pourquoi toi tu vas voir des concerts où tu vas avoir les mêmes choses que t'as sur ton Spotify, sur vinyle ou quoi. Il capte pas le fait d'avoir la même chose et d'avoir quelque chose que tu connais et d'avoir aucune découverte. Mais c'est un point de vue qui se défend, hein. C'est un point de vue qui se défend, mais c'est quand même, je trouve, dans le métal particulièrement important. Et encore plus quand la musique est dite technique, tu vois. C'est vrai que dans le prog, dans le death technique, etc. Je me rappelle à l'époque quand j'étais allé voir le concert de Nécrophagiste à Paris, ça devait être en 2006. Ça, je l'ai juste dit pour flex parce que t'as vu Nécrophagiste et que je pense que dans nos viewers on doit pas être beaucoup. Il y avait Misery Index et Origin aussi, est-ce que je l'ai précisé? Non, mais en gros, au premier rang, tu n'avais que des guitaristes qui étaient comme ça à regarder un concert de death technique et ils avaient les yeux braqués sur la guitare de Mohamed Sukmes, et ils ne voulaient voir que les notes exactes du solo de Stillborn One, etc. Et je trouve que c'est assez propre au métal, c'est critiquable d'ailleurs, hein. On pourrait considérer que ça devrait même pas être un critère d'un bon live ou pas, mais de fait, quand on parle à des métalleux, c'est quand même un critère qui revient régulièrement, c'est je veux entendre la magie du solo, la magie de ce riff, et je veux pas voir des choses qui improvisent ou qui débordent, en fait. Bien sûr. Le troisième point sur lequel je suis très très chiant avec ça, parce que dans mes live reports j'insiste tout le temps, c'est l'aspect un peu technique, son et lumière. Autant la lumière, moi c'est pas que je m'en fous, mais t'en parleras mieux que moi, le son, c'est notamment dans le métal, c'est quelque chose qui est, pour moi c'est vraiment la variable qui peut tout changer. Dès qu'on est dans le métal extrême, où le rendu doit être précis, et c'est pas facile parce que les blasts, ce genre de choses,
il y a énormément de risques d'avoir des trucs trop brouillons. Le Doom, c'est pareil, enfin, on peut très très vite être dans un truc pas vraiment lisible, avec trop de larcène, et la dimension écrasante du truc se fait gommer par quelque chose de plus brouillon. Ça peut vite devenir infernal. Ouais, surtout qu'il y a des groupes qui ont certaines pratiques parfois de, par exemple, avoir le guitariste de gauche qui est repris que sur la sono à gauche de la scène, le guitariste de droite. Slayer faisait ça typiquement, donc j'ai souvenir de concerts de Slayer dans des grandes salles où si on est qu'à gauche, on n'entendait que Hanman. Et t'entendais pas Kerry King, alors bon, les solos de Kerry King, mais ouais, juste à gauche. Mais mine de rien, il y a quand même cette problématique de stéréo qui peut être un peu... Mais pour moi, le son, c'est évidemment un truc absolument primordial. Et pour moi, il y a les lumières. Alors, j'insiste un peu sur les lumières, parce que c'est un truc que je regarde énormément dans les concerts. Et je trouve que... Alors, il y a des esthétiques où ça se marie plus. Cult of Luna, tu mets une lumière bleue fixe pendant 1 heure, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais je trouve que sans avoir un concert qui va ressembler à un concert de Jean-Michel Jarre, je trouve que ça vient porter une prestation. Et chez tes Cult of Luna, on peut signer Russian Circles, tous les trucs de poste. Tous les trucs de poste en général, c'est assez soigné là-dessus. Mais t'as des groupes, et notamment... Amenra aussi, c'est pas mal. Il y a Amenra aussi, globalement en poste, ça marche quand même, mais même les gros groupes de heavy, généralement, d'ailleurs, quand vous comparez des vieux groupes comme Judas Priest, etc., la scène est très éclairée. Il y a des lights dynamiques, mais c'est très éclairé. On retrouve chez Trivium un peu la même logique. Quand vous allez dans des esthétiques comme le black, ça va évidemment être beaucoup plus épuré. 3 spots rouges un peu en bas, comme ça, fixe, et ça bouge pas. Et en fait, moi, je trouve que ça impacte les performances. Et c'est là où, par exemple, que je trouve des groupes comme Watain qui sont hyper bien, c'est qu'ils arrivent justement à garder ce côté, à garder leur dynamique, à regarder leur imagerie, des choses très sombres, mais il n'y a pas que le feu sur scène, il y a aussi l'utilisation des lights qui donne vraiment une dimension différente au live. Fournaise et tout, tu vois. Exactement. Très très rouge. Et pour moi, Watain, tu mets des spots bleus qui bougent pas, ça n'a aucun sens. Tu regardes Meshuggah, tu mets pas un jeu de light important, ça ne ressemble plus à rien. C'est clair. Et en fait, pour moi, les lights, c'est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que ces groupes-là, je les préfère souvent en club ou après 21h en festival, parce qu'en fait, en journée, c'est un pétard mouillé. Behemoth, c'est pareil, Behemoth à 16h sur une main stage. Ouais, la flemme de ouf. Ça n'a pas un grand intérêt. Le décorum est chargé quand même, hein, mais bien sûr, mais et du coup, pour moi, c'est un critère hyper important pour une bonne prestation live que d'avoir le son et les lumières qui sont bien. Les 2 derniers qu'on peut citer, qui sont pas anecdotiques, et moi, ça a vraiment un impact aussi. Le 4e, c'est la salle. Okay. Alors ça, par contre, après, une fois qu'on est dans ce critère-là, c'est plus subjectif. Les salles qui vous emmerdent, les salles que vous aimez. Moi, je sais qu'il y a des salles qui me trigger très très fort à Paris. Le Glazart, c'en est une. Je suis prêt à ne pas aller voir un groupe que j'aime, un groupe que j'adore, j'irai. Un groupe que j'aime, mais sans plus, c'est au Glazart. Non, mais enfin, après, le Glazart, c'est aussi, plus la salle est petite, moins les conditions sont cool. Ça, c'est normal. Parce que t'as des pylônes, parce que t'as des machins et tout. Ouais, mais il y a petite salle, franchement, le petit bain, c'est pas non plus, c'est pas Bercy, je préfère regarder une salle à petit bain, c'est quand même plus agréable, tu vois. Que le Glazart, c'est sûr, ouais, mais... Mais je suis d'accord avec toi, c'est plus subjectif, mais moi, il y a des salles, je sais que le Trabendo, je l'adore parce que j'ai vu des concerts incroyables dedans, j'ai une histoire avec le Trabendo, mais c'est une salle qui me gonfle un peu. C'est-à-dire que j'ai pas un plaisir particulier à y aller, alors que tu me dis demain, il y a un concert à l'Élysée-Montmartre. Je suis le mec le plus heureux du monde parce que je sais que les conditions vont être incroyables. La hauteur de la scène. Avec l'Olympia, c'est aussi la meilleure de Paris ou pas très très loin, tu vois. C'est vrai, il y a la hauteur de scène qui joue aussi. Enfin, il y a plein de facteurs. Et pour moi, la salle, c'est vraiment un des critères de qualité d'un live. Vraiment. C'est clair. C'est clair. Surtout que les salles, en général, la plupart, tu parles du Glazart, c'est très bas de plafond. Sur tout ce qui est distorsion, le rendu est assez souvent pas ouf. Mais moi, je suis moins radical que toi aussi parce que en général, je vais dans des plus petites salles que toi, en moyenne. Ouais. Et donc, j'ai des standings qui sont peut-être un peu moins élevés que les tiens, tu vois. Et moi, il y a aussi le côté photographe qui râle sur les petites salles. Bien sûr. C'est très bien. Je disais, quand je bois, ça fait peut-être une séance ASMR, ça va être hyper... Et c'est pas de la pisse, hein, je tiens à préciser, c'est du thé glacé. Alors, on peut se poser la question. Et le 5e critère, objectif, entre guillemets, avec toute... vraiment entre guillemets, parce que voilà, c'est le public. Sur le public, moi, c'est un réel impact sur la qualité d'un live. Je sais quand il y a des groupes, par exemple en festival ou même dans les concerts, quand c'est des premières parties qui m'intéressent pas, je sais que je me mets toujours à l'écart parce que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone en train de scroller ou d'être pas très impliqué quand t'as des gens qui sont à fond dedans à côté. Clairement. Parce que je sais que moi, ça me sort du concert. Donc je sais que moi qui aime pas tellement la foule compacte, au Hellfest, tu me verras jamais en plein milieu de la fosse parce que ça me gonfle. Je sais quand je suis un peu en périphérie, si j'ai des gens autour de moi qui parlent entre eux, qui se foutent du live, ça me gâche le concert. Et le groupe y est pour rien, la salle y est pour rien, mais moi ça me sort et c'est pour ça que je considère que le public, ça fait partie de la qualité d'une prestation live, malgré tout. En fait, ça fait partie du ressenti qu'on a. On est nombreux à avoir aussi à voir des groupes dans des contextes qui sont pas les leurs. Amènera au motoculteur qui est pas devant son public type entre guillemets. Moi, j'ai vu Turnstile à Lollapalooza. Les 10 premiers rangs,
c'était que des fans de Megan Thee Stallion qui passaient après. Ok. Et c'était trop marrant, tu vois. Genre, tu sais, t'avais. Il devait être perdu. Franchement, c'était bien ambiancé, mais du coup, forcément, toi, tu commences, gros sing-along et tout, tu vois, et en fait, devant toi, t'as des personnes Qui s'en foutent, ouais. qui littéralement connaissent pas, sont curieuses en tout cas, tu vois. Mais en vrai, dans le métal, on est beaucoup à râler sur le public, de type, ouais, le public parisien, ouais, le public du motoc, nanana. Sincèrement, sortez du métal. Allez voir des trucs genre vraiment mainstream. Allez voir PNL, allez voir Laylo. Tous les types avec leur tel et tout, genre vraiment, le pire public métal, c'est pas un public si chiant que ça. Ouais, on vous en parlera quand on sera au concert de Caris en février prochain tous les deux. C'est clair, Live Report à venir. On fera Live Report. Les 10 ans d'or noir en entier. Allez-y, hein. Il reste des places, je crois, en plus. Exactement, on vous fera un petit compte rendu pour comparer. Mais voilà, en tout cas, c'était les 5 critères qui nous semblaient à peu près objectifs. Et qu'il fallait un peu dégager, ouais. Exactement, et qui étaient pour certains d'ailleurs des portes ouvertes. Et maintenant, on va en venir à des critères qui sont un peu plus subjectifs, mais qui sont pas moins intéressants. Les critères évoqués, selon nous, en fait, ne dépendent pas du style de métal. On a un peu parlé, effectivement, de la juste retranscription, qui est pas la même dans le jazz, mais globalement, que ce soit le son, le light, les formes physiques, ça correspond à tout le monde. En revanche, certains critères dépendent d'une part d'une sensibilité esthétique, et d'autre part de nous-mêmes, ouais, tout à fait. La première qu'on peut citer, c'est la communication avec le public. Le rapport public-groupe. Le rapport public-groupe. Ça, c'est vraiment un point qui est... En fait, personne n'attend la même chose d'un show. Je sais que c'est moi un truc que je regarde beaucoup, c'est est-ce que le moment que je suis en train de vivre, ou en tout cas, est-ce que le groupe me fait vivre un moment qui paraît un peu unique. Évidemment, le groupe, il a 54 dates. À la suite, il va faire les mêmes phrases. Ah, vous êtes à ça d'être le meilleur groupe ce soir. C'est bon, le meilleur public. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Mais il y a quand même des groupes qui arrivent à faire au moins donner l'impression que tu es en train de vivre un moment unique. Il y avait Machine Head à l'époque, je trouvais qu'il était très fort là-dessus. Malvolence aussi a quand même cette qualité. Et pour moi, c'est vraiment un truc hyper important, le juste équilibre qu'on trouve entre un show qui peut être un peu monolithique et un peu de communication avec le public, et ça dépend aussi un peu des genres. Ça dépend des genres, ça dépend des groupes. Par exemple, D-Side avec une communication, mais genre le néant. Le mec dit pas bonjour, dit pas au revoir, il dit rien entre les deux, il déroule. Justement, ça participe à la dimension un peu bestiale du truc. Mais... Des groupes de black aussi qui font ça, quand t'as un groupe de black, genre vraiment qui est focus sur le truc, hyper, je sais pas, un peu occulte et tout. Vatane, encore une fois. T'as pas envie d'avoir le mec qui dit ah je vous remercie ce soir, c'était vraiment un très bon. Non, en fait, ferme-la. On n'a pas envie que tu parles, on a envie de se prendre un show. Et pour moi, il y a des groupes qui arrivent vraiment bien à faire ça, d'autres qui en font trop. Dans les groupes qui en font trop, bah gros, Anselmo il me rend ouf. Anselmo me rend dingue. Vraiment. Ah, moi je l'aime bien justement parce que tu sens que le mec est sincère, c'est juste qu'il est bête, hein, mais. Sinon, non, Lionheart. T'as déjà vu Lionheart? Oui, bah au avec le bassiste qui. C'est compliqué, mais. Ouais, gros, c'est que des lines de San Andreas. Tu sais, c'est Big Smoke le bordel, tu vois. Genre, tu sais, à chaque fois qu'il te dit, genre, il a deux doigts de me dire de follow the down train, CJ, tu vois, genre. Non, après, pour le hardcore, ça se prête bien, beaucoup de discussions, ça correspond un peu au mood global. Là où je trouve que Anselmo c'est problématique, c'est que des fois ça se prête pas du tout avec leur musique, où il échange pendant 20 minutes. À l'époque, Machine Head, en fait, il y a le côté communication qui aujourd'hui est bon. Il y avait des choses dans le body language où je trouvais qu'il était très fort, mais je trouvais qu'il parlait un peu trop. Rob Flynn, il discutait pendant 20 minutes. De discours de développement personnel et tout. Toi, c'est Anselmo, moi, Rob Flynn, c'est un mec qui... Mais ça, je comprends pleinement, et je trouve qu'il a un peu changé avec le temps. Il était très bien, période Blackening, ça devenait un peu compliqué, il parlait beaucoup trop, et plus ça allait, pire c'était. Le pire étant Catharsis. Quand il avait fait son espèce de truc de slam là ou je sais pas quoi. Non, ça rendait fou. Et je trouve qu'il a un peu nettoyé son jeu, donc ça crée un peu une communication qui est plus agréable. On peut notamment penser à Behemoth. Pour moi, Behemoth, c'est un cas d'école de ce que j'aime dans la communication par rapport au genre musical. C'est-à-dire qu'il parle un peu au public, il va sortir des phrases qui sont peut-être les mêmes à chaque fois, etc. Mais t'as quand même cet aspect un peu unique, et t'as cet aspect, voilà, c'est juste équilibre entre je communique avec le public que je méprise pas, et d'un autre côté, je garde le côté un peu théâtral, ou en tout cas très monolithique de la prestation. Creators sont forts aussi là-dessus, dans le sens où ils arrivent tout le temps à trouver des petites anecdotes sur les villes, de type on n'est pas revenu depuis ici, nanana. Justement, tu sais que c'est encore une fois, c'est une espèce d'immense machine live, mais il y a ce petit truc où tu sais que chaque concert ils sont contents d'être là, quoi. Opes aussi. Ouais, Opes il est marrant. Opes il est très fort, et sur des petits blagues, In Flames c'est un peu pareil, mais Opes je le trouve très fort parce qu'effectivement il a ce côté un peu prise de recul sur ce qu'il fait, et du coup il crée une communication, une ambiance avec le public qui pourtant flingue pas l'espèce de cohésion quand il commence à jouer des titres prog de 14 minutes, quoi. Donc ça pour moi c'est un premier critère qui est vraiment important et auquel je fais vraiment très attention quand je suis en live, et je m'insiste quand même dessus. Le deuxième c'est la mise en scène. Alors, on veut dire le décorum en gros. Le décorum, etc. Donc là aussi ça dépend vraiment des genres. Parfois le côté un peu théâtral a du sens.
Parfois il en a pas du tout quand il y a certaines esthétiques, notamment le black, hein, encore une fois. Le côté Black, Ghost, enfin il y a quand même plein de choses que ça s'y prête de fou. Tu peux pas ne pas faire quoi. Et il y a des groupes où ça s'y prête pas. Et c'est toujours un peu le sujet. Je prends l'exemple de Sonata Arctica par exemple. La dernière fois que je les ai vus, ça commence à faire quelques années, mais je les avais vus au Bataclan. Et tu avais vraiment le chanteur qui était, tu sais, à utiliser un peu des manières. Il marchait d'une manière très lente entre les titres, donc hyper théâtral, ce qui en soi est pas un problème. Hein. Tu peux choisir cette idée de mise en scène. Et à côté de ça, t'avais les guitaristes à côté, et claviéristes qui étaient pas du tout dans le même monde. Ils accordaient leur guitare, ils regardaient le public et tout. Donc en fait, il y avait tellement d'écart dans la mise en scène que moi, ça me sortait un peu du show. Je comprenais pas ce qui se passait. Et je comprends, ouais. Tu vois. Moi, là-dessus, j'ai une dimension qui est un peu... En fait, j'aime les deux extrêmes. J'adore Alice Cooper, j'adore King Diamond, j'aime bien ce côté très conte, très gros récit, un peu Scooby-Doo, un peu Train Fantôme. C'est un peu cheesy et tout, mais vraiment, ça me plaît de ouf. Et j'aime bien tout l'inverse. C'est ce côté, genre Cannibal Corpse, ça arrive. Ça dit pas bonjour. Ouais, c'est encore allumé, ouais. C'est ça, exactement. Orange Goblin, Motorhead, enfin les gars qui en fait, c'est... Tu sais, qui jouent devant un stade ou dans le pub d'en bas de chez eux, c'est la même chose, c'est un t-shirt, un ampli, ils branchent le truc, ils jouent et voilà, tu vois. T'as un mec qui s'appelle Jean-Jacques Schul qui disait dans Rose Poussière que tu sais, genre les groupes s'apprêtaient pour diffuser de l'électricité, tu vois. Et je trouve que cette espèce de truc-là, c'est vraiment ça. C'est juste des espèces de diffuseurs, ils sont là, il n'y a pas d'artifice et tout, il y a juste la musique, l'électricité qui sort de leur ampli et c'est tout, tu vois. Et moi, ça me touche. Enfin, j'aime bien ce côté très. Je suis d'accord avec toi. Le côté un peu pur et raw peut très bien marcher avec certaines esthétiques, avec certains groupes. Il y en a d'autres auxquels ça marche pas. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un critère qui, pour moi, est hyper important. Parce qu'il y a vraiment des groupes où tu t'attends à quelque chose et ça peut être hyper théâtral, mais ça correspond à la musique, ça correspond au message qu'ils font passer. Et gros, il y a d'autres groupes, ils vont partir sur du théâtral ou un truc hyper brut et ça se marie pas du tout avec la musique qu'ils vont te sortir. Ouais, c'est moi, sûr. Cannibal Corpse, où ils commencent à me mettre des bandes-sons, des samples, d'avoir des trucs, ça serait une catastrophe nucléaire parce que tu t'attends pas à ça et t'as pas envie de voir ça sur du Cannibal Corpse. Alors que d'autres, ça s'y prête, tu as Ghost, t'as pas envie de les voir rentrer sur scène sans artifice. Ouais, en Jogo, c'est tout. C'est pas possible, tu vois. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les trucs entre les deux, c'est les groupes qui sont, tu sais, genre en fait, ils sont tellement gros qu'ils sont obligés de faire un peu de décorum, mais le décorum soit est moche, soit n'apporte rien. Septic Flesh, Arc Enemy, c'est typiquement ça, tu vois, genre, tu sais, ils ont 3 armures, ils pourraient ne pas les avoir, ils pourraient être en mode carcasse, ça changerait rien, tu vois. Il y a 2-3 backdrops, 2-3 trucs moches et tout, tu vois. Soit tu vas à fond, tu mets tout, soit tu mets rien, mais le truc, je suis obligé de mettre parce qu'en fait, je suis gros et que les gens payent pour me voir. Je suis d'accord que c'est pas terrible, et d'ailleurs dans les tournées récentes, on en avait, notamment je parle en Death Mellow, parce que c'est ce que je connais le plus, mais quand tu comparais les lives de Arc Enemy, et où effectivement il y a des éléments de décorum sur scène qui servent à rien, tu les prends, tu les enlèves, ça change rien. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt, ça apporte rien, aucune dimension à quoi que ce soit. Et à côté, t'avais Amon Amarth, dont on pense qu'on veut, qui a 40 000 éléments de décor, et ils y vont full retard. Il y a du feu partout, tout sert, alors on peut détester. Il y a un dracard, il y a le casse de chef. Always More, mais... En fait, c'est cohérent. Et pour moi, ça rentre vraiment dans la ligne de compte de ce qu'est un bon live et qui correspond à l'esthétique. C'est est-ce que le groupe fait une esthétique sur scène, côté théâtral, la mise en scène, qui correspond à sa musique et au message qu'il veut faire passer. Si c'est cohérent, on peut ne pas aimer. Powerwolf, ça peut vous hérisser les poils ou ça vous file gerber. En fait, c'est cohérent ce qui se passe, tu vois. T'aimes ou t'aimes pas, mais des fois, ça peut être un peu cringe quand même. Ouais, moi, j'adore ça, tu vois. Genre, mais je comprends, effectivement, ceux qui ont vu récemment Cult of Fire, qui maintenant, vous savez, il y a des groupes qui ont des backdrops. Eux, ils ont un fond de drop, c'est-à-dire que vraiment, ils ont comme un rideau qui est découpé en 3 trucs où il y a les mecs qui sont assis en tailleur. Les guitaristes posés sur des cobras. C'est ça, sur des cobras et tout, genre. C'est incroyable au Brutal Assault Hellfest, ils avaient pas tout, mais ouais. Trop stylé, mais genre, je comprends que ça casse les couilles. Ouais. Vraiment, le côté genre too much. Vous savez, c'est comme les restaurants chinois de zone pavillonnaire où il y a des espèces d'immenses fontaines dégueulasses en plastique et tout, genre toujours plus, sauf que ça fait cheap de ouf. Ouais. Et ceux qui ont vu aussi Skepticism, où le mec arrive. Il a une espèce de truc à jabot. Il commence à se mettre face à un miroir, à genoux, et il parle à une rose comme ça et tout. Et en fait, il y a vraiment ce côté très tragique, très maniéré du Funeral Doom qui marche bien. Mais allez, laisse-nous tranquille, quoi. C'est bon, arrête, tu vois. Il est là, genre mec, c'est hilarant. C'est hilarant, Skepticism, mais c'est trop. Enfin, en fait, le mec vit tellement le truc, et le truc est tellement extrême dans l'expression d'un sentiment un peu maniéré et tout, que ça rend fou, quoi. Bah, ça peut te faire sortir du concert, et du coup, bah, c'est clairement un des critères pour apprécier si oui ou non la prestation live est bonne, ou en tout cas, tu vas aimer si elle est bonne ou pas. L'autre point qui est peut-être celui dont on discute le plus dans le métal, en fait, c'est toujours le truc, et moi je sais que c'est mon premier réflexe quand je vais voir un concert, je devrais pas le faire, hein, c'est de regarder la setlist. Setlist FM, qu'est-ce qui se passe, quels sont les titres joués, c'est évidemment la problématique de la setlist.
Alors c'est vraiment une question qui est épineuse à plein d'égards en réalité, à plein d'égards, mais tu veux peut-être enchaîner? Non, vas-y. Ok, bah en fait moi le sujet c'est que nécessairement il y a plein de débats sur la setlist. Il y a est-ce que le groupe est en tournée? Quand le groupe est en tournée de promotion d'un album, bah évidemment on va bouffer une quantité pas possible de l'album dont il vient. Ouais, mieux vaut qu'il soit bien d'ailleurs. Hein, Mieux vaut qu'il soit bien parce qu'il y a des groupes qui sont très comme ça. Je pense notamment à Paul Gilbert à l'époque où quand il venait, sa setlist c'était son dernier album. Plus 2-3 titres et c'est tout. Il y a des groupes, Iron Maiden par exemple aussi, remet très largement ses albums quand ils sont tournés. 1 sur 2 en général. Maiden, t'as un set old school et t'as un set genre nouvel album. Nouvel album et tu manges très très fort et du coup nécessairement dans ces cas-là tu vas en bouffer beaucoup. C'est un parti pris, c'est un peu compliqué. Le deuxième écueil qu'on peut aussi avoir, c'est un peu les groupes qui ont tendance, notamment en festival, à sortir que des setlists best-of. Ça c'est un vrai problème, mais en fait c'est un problème qui est plus lié aux groupes qui ont une carrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui ont une carrière qui fait que en fait la moitié de leur concert est indéboulonnable. Et quand je dis la moitié, genre dans le cadre d'ACDC, de Black Sabbath, c'est les 3/4. Moi je me rappelle très bien de quand on allait voir Slayer en festival et que Slayer avait un concert d'1 heure. Au bout de une demi-heure, 35 minutes, c'est-à-dire la moitié du set, il y avait Season in the Abyss qui jouait. Et là tu savais que il y allait avoir que les trucs qui allaient pas bouger, c'est-à-dire Hell Awaits, Dead Skin Mask, Angel of Death, Raining Blood, Black Magic, tout ça, tu vois. Et en fait, on avait déjà l'impression que le concert était fini, alors qu'il restait la moitié, parce que on savait que ce qui nous plaisait dans le truc dans les concerts de Slayer, c'est-à-dire les petites variables d'ajustement, pas les titres qu'on a vus 50 fois en live, bah là c'était bon, il y en aurait plus. Je suis hyper fan d'ACDC, c'est comme ça que j'ai découvert le métal et tout, et je sais que ACDC, quand ils jouent 20 titres, il y en a 17 qui peuvent pas bouger, les TNT, les Back in Black, les Hells Bells et tout. Et donc en fait, nous ce qu'on cherche, en général, vu qu'on connaît bien le groupe, c'est la petite rareté, le petit truc qui a pas été joué depuis 10 ans, depuis 15 ans, ce genre de choses. Et en fait, du coup, l'espace, entre guillemets, libre, il est famélique. Black Sabbath, c'est pareil, enfin, il y a des trucs que tu peux pas bouger, et ce qui peut pas bouger, c'est 1 heure sur 1h32. D'ailleurs, les groupes sont vachement prisonniers de ça. Hein. C'est pas la première fois que vous pouvez regarder. Il y a des interviews qui traînent de tel ou tel artiste qui disent. Motorhead qui le disait. Clutch le disait aussi. Il disait voilà, on a quelques titres qui sont très connus. Bah, en fait, si on les joue pas, les gens râlent. Metallica, c'est pareil. Hein. Quand Metallica joue pas Enter Sandman, t'as forcément un gars qui va dire ah, ils ont pas joué Enter Sandman. On s'en bat les couilles. On l'a tous vu 600 fois. On l'a entendu des milliards de fois. C'est aussi le truc, c'est que ça dépend aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour qui c'est la première fois qu'ils voient ça. Et eux, du coup, ils veulent le best-of. Quand toi, t'as vu Metallica 50 fois, bah effectivement, Enter Sandman, t'aimerais la Switch. Il pourrait la supprimer à vie, ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est un impact, et c'est pour ça qu'on a adoré le Damnation, et on mettra d'ailleurs le lien pour aller que vous puissiez voir notre live report. C'est que le Damnation Festival à Manchester propose beaucoup de sets exclusifs. Alors forcément, quand vous êtes un nouveau qui allait découvrir un groupe, vous découvrez Enslaved, il joue Viking en entier. C'est pas la meilleure, peut-être la porte d'entrée le plus simple. Et quand vous avez de l'expérience, que ça fait 5, 10, 15, 20 ans que vous regardez des concerts, pouvoir bénéficier de cette liste originale avec des titres que vous allez découvrir, que vous entendez pour la première fois en live, c'est quand même un sacré plaisir, quoi. Quand Opeth a fait sa tournée récemment où il y avait, tu sais, le public pouvait choisir, il proposait certains titres, il y a des moments j'étais fou, c'est-à-dire qu'il y avait des albums où ils ont choisi les titres qui jouaient tout le temps. C'est-à-dire putain, c'est enfin l'opportunité d'entendre cette liste et on va se manger les mêmes titres. Et ça, c'est un peu frustrant. Et moi, ça peut réellement avoir un impact sur la façon dont je vais appréhender un live. C'est-à-dire que si je vais voir un groupe et que je regarde la setlist avant d'y aller et que je me dis putain, c'est les mêmes titres que la dernière fois qui sont passés à un slot près, c'est pas que ça me gâche le concert parce que si c'est un groupe que j'aime, je vais aimer, mais ça a quand même un impact sur la façon dont je vais apprendre le truc. Et à cet égard, genre les pires de tous, pour moi en tout cas, c'est Electric Wizard. J'ai dû les voir, mec. Je les ai peut-être vus 10 fois, tu vois. Et je pense que j'ai entendu 20 titres différents alors qu'ils en jouent 11-12 par soir, tu vois. Parce qu'ils ont leur truc et ils ne bougent jamais. C'est compliqué, quoi. Mais c'est un équilibre à trouver. Et c'est compliqué pour les groupes entre les titres qui sont un peu obligés de jouer, etc. Mais on constate quand même que tout le monde ne peut pas faire comme Metallica et faire 2 dates à 3 jours d'écart où ils vont jouer chacun 15 titres. Mais on constate quand même un peu une propension de beaucoup de groupes, surtout en festival, à prendre aucun risque. Et à se dire, plat du pied sécurité, pour reprendre ton expression qu'on sort beaucoup, c'est de dire, voilà, j'ai 10 titres à jouer. Bah, je vais jouer les 8 mêmes que d'habitude, qui sont mes 8 plus connus, et je mettrai 2 titres. Un nouvel album et un petit plaisir pour les fans, et basta, quoi. Et ça a quand même un sacré impact, je trouve, sur l'appréciation dont on va avoir du Presta Live. J'aime bien aussi les groupes qui adaptent leur setlist au public. Et ça, les spécialistes, c'est Sodom. Sodom, qui, vous savez, a une immense influence sur tout ce qui est proto-black, et qui, du coup, joue beaucoup dans des festivals très, très orientés metal extrême, / maniaque. Et quand ils sont dans ces festivals-là, c'est old school. Genre les 2 EP, les 2 premiers albums, et c'est tout.
Et dès que Sodom joue dans un festival plus généraliste, ils vont être au Hellfest par exemple l'année prochaine. Ils étaient au Motoc, ils étaient au Motoc, au Brutal Assault. Ils jouent un set un peu classique qui couvre l'intégralité de leur carrière. J'aime bien ça, tu vois, parce que t'as vraiment le groupe un peu intelligent qui voit son influence et qui peut décider d'adapter. Et qui en joue un peu entre guillemets pour convenir le plus aux attentes du public. Effectivement, et même là-dessus, il y a beaucoup de pratiques. Hein. Quand vous le verrez, il y a des groupes, quand ils font une tournée de 20 dates, c'est 20 fois la même setlist. Ouais. Il y a peut-être un titre qui peut être supprimé en milieu de set si jamais il y a des dates dans des villes avec des couvre-feux ou des restrictions, etc. Et vous avez d'autres groupes qui vont changer 80% de leurs dates, de leur setlist à chaque date. À la cloche, justement. Exactement. Et en fait, j'arrive jamais à savoir ce qui est bien ou pas. Évidemment, quand la setlist vous plaît pas et que c'est la même tout le temps, ça vous fait grincer. De l'autre côté, on est un peu frustré quand on voit que la veille, ils ont joué ça et ça. La veille, ils avaient une meilleure setlist que la tienne. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, au fond, je crois que je préfère quand la setlist est fixe, mais qui se creuse le cul quand même pour essayer de faire quelque chose d'assez original. Mais voilà pour les 3 critères, je pense qu'on pouvait mentionner qui dépendent, qui me semblent vraiment qui sont au final très très importants sur l'appréciation de ce qu'est un bon groupe live. Le fait d'avoir dégagé ces critères, ça permet de voir que l'expérience live est au-delà de l'expérience d'auditeur classique en tant que, auditeur de CD, d'album ou quoi que ce soit. Parce que, en fait, des groupes remplissent tous ces critères, et il suffit qu'on soit pas allergique à leur musique pour passer un excellent moment, même si on va pas nécessairement écouter sur CD. On vous a fait une toute petite liste très rapide de groupes qu'on n'aime pas, ou en tout cas qu'on n'écoute pas sur album, mais qu'on a un immense plaisir à voir en live, qu'on a vu plusieurs fois en live. Effectivement, moi le premier que je pourrais citer c'est Orange Goblin. Ça c'est vraiment plus mon domaine, ouais. C'est plus ton domaine, c'est pas un groupe sur album, je crois que franchement sur mes lectures Spotify, je pense qu'il y en a 3 dans l'année. Hein. C'est vraiment pas un groupe que j'écoute, et pourtant, dès qu'ils sont à l'affiche, je vais les voir. Espèce de stoner hard rock avec des influences un peu psychédéliques, et surtout, genre une espèce de bonne humeur. De présence sur scène, de charisme. Ouais. C'est hyper agréable, généralement le son est plutôt pas mal, c'est entraînant, c'est puissant, il y a une réelle communication qui se fait, même presque non-verbale aussi avec le public, on est vraiment dans les critères qu'on a entendus, sauf peut-être celui de la setlist où ça bouge pas des masses, mais au-delà de ça, tous les critères sont remplis, et c'est vraiment à chaque fois pour moi une superbe prestation, alors que franchement sur album, j'en ai pas grand-chose à foutre d'Orange Goblin dans l'absolu. Ah, je comprends. Moi c'est un des trucs que je préfère voir en live, mais que je supporte pas beaucoup sur album, même si ça va de mieux en mieux, c'est Baroness. Ouais. J'ai beaucoup de mal, notamment avec toute la fin de carrière, très pop. Mais il y a un côté, en fait, la dimension pop de la fin de carrière de Baroness, sur scène, prend une dimension très très fraîche, que je trouve vraiment incroyable. En termes de communication, c'est incroyable. Le type est très très humble. La guitariste est hyper communicative aussi. Tout est super beau, il y a des beaux lights aussi sur Baroness, et que ce soit 2 jours, 2 nuits, pour moi, il y a vraiment une espèce de vrai moment de... Ouais, le terme de fraîcheur, il n'y a pas mieux. C'est, on se pose devant, et à la fin, on ressort, on est bien mieux. J'ai une anecdote à ce propos, c'est en 2017, je m'étais tapé une sale insolation au Hellfest. Genre, mec, j'étais pas bien, tu vois. Et mon pote me dit, ouais, viens, bouge-toi le cul, on va voir Baroness quand même, et tout. Et j'y vais. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Ouais. Genre, ça m'a guéri, tu vois. Et depuis, dès que je peux voir Baroness, j'y retourne tellement qu'à chaque fois, c'est des... Bah, ce qui est marrant, c'est que moi, Baroness, je l'ai découvert avec toi au Hellfest aussi. Je t'avais harcelé pour que tu y ailles, je t'avais dit... Vas-y, on va voir Baroness. Allez, c'est bon. Vas-y, viens voir Baroness. J'ai cédé, évidemment. Et j'ai pris une claque. Et j'ai pris une claque. Et en fait, depuis, à chaque fois qu'ils sont à l'affiche ou je vais les voir. Parce que je sais que je vais passer un excellent moment live, alors que je les écoute très 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 rarement sur album, et c'est pas du tout ma cam. Voilà, franchement, c'est super. Si vous aimez pas nécessairement sur album, faites l'effort d'y aller. Même si vous devez payer votre place en tête d'affiche, vous allez passer vraiment un moment, mais genre, vraiment ouf. Bah, dans la même lignée, pour moi, ouais, genre, truc que dont je t'ai traîné, genre en mode, mec, il faut absolument que t'ailles voir ça, je te jure. Je sais que t'aimes pas, mais vas-y, s'il te plaît. C'est un peu ma spécialité d'avoir des goûts très tranchés et d'avoir quelques trucs à côté que j'aime et personne ne sait pourquoi. Imperial Triumphant, que j'aime en live comme sur album, personne comprend pourquoi. Non, moi, c'est Envy, auquel j'étais allé voir pour la première fois, Hellfest d'ailleurs. Et c'est exactement pareil, en fait c'est assez inexplicable, il y a un petit côté théâtral en plus, mais qui je trouve est assez bien maîtrisé, c'est pas too much, c'est pas cheap, on est porté par les concerts d'Envy en fait, et pourtant sur album, même leur musique me touche pas forcément énormément, mais une fois qu'on est face à la scène et qu'on est pris dans le concert, a fortiori en club ou dans une petite salle, moi ça me transporte. Ce qui est vraiment particulier surtout dans Envy, c'est que c'est extrêmement émouvant, alors que vous comprenez pas un seul mot. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de spoken word d'1 minute 30 où le gars il est en japonais, il dit des trucs, vous avez aucune idée
de ce qu'il raconte. Ah ouais, il peut insulter nos darons, on saura pas. Ah gros, il est en train de te sortir tout le casting des 7 samouraïs, tu vois, genre. Mais ça prend au trip et j'arrive pas non plus à comprendre. Certes, tu vois, genre t'as des critères que toi tu captes, ce côté très fragile qui passe d'un coup d'un seul sur un truc hyper violent, hyper agressif et tout. Mais la dimension émotionnelle d'Envy, alors que tu bites pas un mot encore. C'est absolument incroyable. Et ça aide aussi parce que, évidemment, dans les critères qu'on a cités, parce que la mise en scène est exactement ce que t'attends pour un groupe qui est dans l'émotion, c'est pas too much, c'est un petit peu théâtral mais pas trop. Les lights sont souvent exceptionnels. Pourtant, c'est minimaliste, c'est pas du strobo dans tous les sens, on est des choses très minimalistes, mais c'est parfaitement adapté à la musique qu'ils proposent. Et pour moi, ça justifie à chaque fois de passer un excellent moment devant eux. Moi, dans les trucs que je suis allé voir avec toi, enfin, je les avais déjà vus et j'avais déjà pris des grosses claques, mais c'est plus ton domaine. Je suis hyper fan de Dark Tranquillity en live. Le death mellow m'intéresse pas des masses, mais pourtant il y a une espèce de... ça, non, c'est vrai. Mais Dark Tranquillity ont une vraie prestance et un truc, je sais pas comment trop le définir, mais on sent qu'ils sont extrêmement contents d'être là. Ah, Michael Stanley en live, c'est impressionnant. Et ils arrivent à vraiment amplifier leur musique qui prend vraiment une dimension beaucoup plus puissante, beaucoup plus entraînante, enfin pas entraînante dans le sens catchy, mais dans le sens ça te prend en fait. T'as du mal à sortir du truc. Et c'est vraiment vraiment chouette. Et les gars sont super sympas. J'ai souvenir quand on les avait vus au Motoc l'année dernière. Moi j'y étais allé en me disant bon je vais y aller tout seul, évidemment Victor me suivra pas. Et juste après j'ai découvert que Victor était 5 rangées derrière moi. Il fait putain c'était bien et tout, hyper surpris alors qu'il s'attendait à se faire chier comme un rat mort. Là je les avais déjà vus en 2012, c'était pas la première fois que... C'était pas la première, autant pour moi. Mais c'est vrai que moi je trouve, enfin moi j'aime le groupe donc ça change un peu. Mais je pense effectivement que ça fait partie de ces groupes où même si vous aimez pas le death mellow, vous pouvez trouver votre compte, allez regarder en live parce qu'il y a une énergie qui ressort qui est vraiment marquante en fait. Tout à fait, ouais. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup moins un peu mielleux. Moi, c'est ça qui me saoule dans Dark Tranquillity, ouais, exactement. Là, vous êtes, ça scotche, ça prend, ça demande absolument aucune concentration, aucune connaissance préalable du groupe. Vous vous posez devant, c'est super bien. C'est un peu comme c'est Watchmen, tu vois. Ouais. Tu vois, genre tu sais, c'est blockbuster. Mais bon blockbuster quoi. Effectivement, moi j'ai un peu le même sentiment avec Enslaved, on vous en a parlé régulièrement, à chaque fois, notamment dans Live Report Garmon, aussi dans les reports du Damnation récemment, donc on va pas tout redire ce qu'on a dit, mais en fait pour moi Enslaved c'est un des meilleurs groupes live de la scène métal, vraiment, j'en suis convaincu. Toute esthétique confondue, on est d'accord là-dessus, et pourtant ils font pas grand chose, hein. Ouais. C'est pas un groupe hyper théâtral, c'est pas un groupe où il y a une mise en scène folle, il y a pas des dracards partout, même quand ils jouent des titres au début de carrière, c'est assez simple, c'est vraiment quelque chose d'assez éthéré presque, hein. Et c'est juste exceptionnellement, c'est hyper carré, c'est beau, c'est... T'écoutes pas masse en CD, moi non plus, j'écoute un peu juste les progs, là, les In Times et tout le bordel. Alors que moi j'écoute plus la première période, Mais en vrai, chaque année, chaque fois que je peux les voir, on y va, mais genre fort. C'est incroyable en live, ça passe à Paris sur, peut-être ailleurs en Europe en mars de mémoire, avec Wayfarer. Ça va être une super date, Wayfarer, immense groupe live. On y sera, venez nous payer un coup au concert naturellement. De la piste, c'est ça? Évidemment, de la piste naturellement. Et le dernier groupe, on pourrait citer, alors celui-ci pour le coup, c'est un groupe qu'on écoute un peu sur album, mais en fait pas tant que ça par rapport au truc. Moins que ce qu'on kiffe. Moins que ce qu'on kiffe d'habitude, mais où en live c'est juste de la boucherie, c'est Dying Fetus. Pour moi, c'est 3 fois cette année, 3 fois limite le meilleur concert du. C'est pas possible. Et encore une fois, là, on est sur un groupe qui montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des critères d'esthétisme particulier. Hein. On a 3 mecs qui bougent pas sur scène. Il y a quasiment pas un sourire. Il y a très peu de communication. Il se passe rien. Mais en fait, ça correspond encore une fois parfaitement à la musique qui est délivrée. Il y a ce côté très Cannibal Corpse, c'est-à-dire qu'ils arrivent, le truc est ultra brutal, ils te l'envoient dans la gueule. Exactement. Et en même temps, il y a cette petite ironie que tu retrouves aussi dans Nasty, mais tu sais, il passe genre Tainted Love, des petits trucs de disco très dansants et tout, genre avant d'arriver sur scène. Et ce qui fait que t'as tout, c'est ça, ouais, exactement, t'as tout le public qui est là, qui se déhanche et tout. Hop, ça arrive, gros blast beat, gros break et tout, genre tout le monde ferme sa gueule et c'est absolument incroyable aussi. Exactement, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire les groupes qui sont pour vous, même les groupes que vous n'aimez pas sur album. Coup de cœur live dont vous vous branlez sur album, ça nous intéresse aussi, si c'est des trucs qu'on a jamais vus. Surtout que là on vous a cité des exemples, on pourrait en citer plein d'autres, mais ça montre aussi que les critères qu'on a cités avant, quand on les applique, en fait ça peut tout à fait s'appliquer à des groupes qui même musicalement vous intéressent pas trop, mais vous savez que... c'est quand même des bons moments. Vous savez qu'objectivement, non seulement le groupe est bon en live, mais aussi vous allez passer vous-même un bon moment si vous les regardez, même si la musique vous touche pas vraiment. À moins vraiment que vous soyez complètement évident, que vous détestiez le genre, là il n'y a pas de débat. Mais donc voilà pour les critères en tout cas, et on peut passer à la conclusion.
En tout cas, cette petite vidéo était vraiment là pour montrer que on parle beaucoup des groupes qui sortent des CD, ce genre de choses, et en fait le live, pour moi, pour toi, pour nous, c'est une expérience qui est aussi importante. Aller en concert, pour moi, c'est aussi important que d'écouter de la musique sur ça les même presque sur album. plus, hein, par moment. Ouais, ça dépend. Bah, en fait, écouter de la musique, c'est aussi beaucoup plus régulier. Tu fais d'autres choses, tu fais machin, tout ça. Mais dans mon appréciation, c'est vrai, d'un groupe, la dimension live prend une importance particulière. Et c'est très très dur d'aimer un groupe et de ne pas l'avoir vu en live, de ne pas le voir. C'est ça, ou alors quand il y a des groupes que j'aime bien sur album et que je déteste en live parce que je trouve que c'est catastrophique, en fait, ça a un impact sur le fait de les écouter ou non. Ouais, tout à fait. Plus ou moins direct, mais je sais que ça a un impact. En tout cas, voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on a essayé de montrer en fait, c'est que vu que des critères sont objectifs, vu que certains critères sont objectifs ou dépendent même de notre personnalité, en fait, il y a vraiment des groupes qu'on peut kiffer de ouf en live sans pour autant les écouter sur CD. Donc en fait, ce qu'on écoute, ce qu'on va voir, c'est pas nécessairement la même chose. Exactement, et il y a aussi un peu une notion qui rentre en ligne de compte, et là c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les festivals assez généralistes, mais comme le devient le Hellfest d'ailleurs, comme l'est le Hellfest, c'est-à-dire que on voit qu'il y a parfois un certain hermétisme de certains fans de certains genres qui vont dire je vais rester que sur la Warzone, je vais rester que sur la vallée, le reste j'en ai rien à foutre. Alors qu'en fait, peut-être à part sur les main stage où globalement les groupes vous intéressent pas, mais il y a un peu de curiosité à avoir parce que on peut prendre une claque même sur une scène à laquelle on en a rien à foutre. Moi, Envy sous la vallée au Hellfest, ça a été une claque gigantesque alors que sur le papier, j'avais absolument aucune raison d'y aller. Et au final, ça a été important. Et le corollaire de ça, c'est un peu une notion de respect aussi, de respect de la scène, aussi d'aller voir. C'est-à-dire, aller voir les groupes en live, c'est très important. Soutenir la scène, c'est primordial. Et aussi, et on le voit encore une fois dans les festivals généralistes, l'importance que vous avez votre comportement sur la façon dont les gens vont appréhender le live. C'est-à-dire que si vous attendez pendant 5 heures au premier rang parce que vous voulez absolument voir la tête d'affiche, bah soyez pas un connard sur les concerts d'avant, parce qu'il y a des gens qui vont être juste derrière vous, qui viennent peut-être pour un concert d'un petit groupe qui est juste avant, et eux ils ont pas envie d'être gâchés parce que vous êtes là depuis longtemps uniquement pour la tête d'affiche du soir, quoi. Clairement. Et dernier mot, mais ça vous le... On fait le père Fouettard là un peu là. Ouais, bah c'est du vécu, c'est du vécu. Je finis la dimension moralisatrice et après on va voir... C'est quoi après? C'est Tottenham City, ça? Tottenham City, effectivement. Parce qu'on est quand même des beaufs, on regarde un peu le foot le dimanche quand on se voit. Voilà. Ouais, en fait, la scène, en ce moment, c'est dur d'aller en concert. C'est méga cher, c'est méga relou et tout. Et on est beaucoup à avoir un peu aussi la flemme, à se dire qu'en fait, on n'a pas le fric pour découvrir. On se dit que, vas-y, ça, on l'a déjà vu, tout genre de choses. Mais le Covid, ça nous a aussi montré que la scène, le live, c'est pas une économie qui est si solide que ça. Et c'est là que grâce à nous. Et franchement, motivons-nous, motivez-vous. Et parce que je pense que quand on n'aura plus ça, parce que ce sera trop cher, parce que ce genre de choses, on sera les premiers à regretter les initiatives passées qu'on n'a pas soutenues à temps. Exactement. En tout cas, on espère que cette petite vidéo de fin d'année vous aura plu. On vous souhaite de bonnes fêtes. Exactement, parce que ce sera la dernière vidéo de Vivement Doux-Manche pour décembre. On a fait 2 dans le mois, c'est déjà beaucoup trop pour nous. On se retrouvera évidemment au mois de janvier avec toujours l'émission Hands Up qui continue elle mensuellement, et aussi avec une vidéo Vivement Doux-Manche. L'émission de Hands Up, on a fait une dernière fin décembre. Exactement. Les invités seront confirmés, seront révélés très prochainement. Et voilà, sinon passez de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Salut à toutes et à tous.